C'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Désolée pour ce petit contretemps. On a parfois des petits soucis matériels. Attendez, je vais juste bien me placer. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe Houssin, d'être avec nous aujourd'hui. Mais de rien, merci. Bonjour à tous. Vous pouvez dire dans la vidéo si jamais vous avez un problème de son ou quoi, on ajustera en fonction. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi, on répondra au fur et à mesure du live. Voilà, toutes vos interrogations, il n'y a jamais de questions bêtes, du coup n'hésitez pas, que ce soit à moi ou à Rodolphe Houssin, qui représente aujourd'hui le meilleur cochon du monde, un éleveur de porc plein air. Du coup, si ça vous va, on va commencer par nous présenter chacun, du coup présenter Wellfarm, notre association. Mais tout d'abord, je vais vous laisser la parole, Rodolphe. Et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci. Donc moi, pour faire rapide, je suis en élevage porcin installé depuis 2020. J'ai travaillé sur le projet avant depuis 2018. Donc j'ai travaillé en amont à peu près 2 ans de documentation, de formalités. Avant l'installation. C'est suite à une reconversion professionnelle. Et donc, je suis dans le Jura. Allô, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais. Donc, je suis dans le Jura sur un élevage qui fait un parc qui fait à peu près 10 hectares. Et pour l'instant, j'ai environ une quarantaine de cochons. Donc, c'est un petit élevage. Qui, j'espère, va rester un petit élevage. Enfin, de toute façon, je ne pourrais guère faire autrement. Voilà. Donc, concrètement, j'ai des animaux depuis à peu près 1 an. Donc, j'ai pas non plus une expérience. Je ne suis pas le vieux sage de l'élevage porcin plein air. Mais Et je pourrais vous raconter des choses quand même. d'avoir souhaité se lancer du coup dans l'élevage porcin plein air, quelle a été la motivation de base? Pourquoi avoir choisi de se lancer? Euh, En fait, le déclencheur, c'est déjà d'avoir voulu travailler en extérieur, accessoirement avec des animaux. Et c'était parce que dans le Jura, il y avait peu d'offres déjà sur le port plein air. Et c'était aussi à force d'exaspération en fait sur les conditions de vie des animaux d'élevage. Mm. Euh, et qu'à un moment, on s'exaspère tout le temps sur les conditions de vie des animaux d'élevage. Alors que voilà, et puis un jour on se dit bah fais quelque chose pour contre ça plutôt, Mm. contre la maltraitance, contre les mauvaises conditions d'élevage. Voilà, je dis pas que j'ai des conditions d'élevage parfaites, mais en tout cas j'aspire à avoir les meilleures et j'apprends encore et je vais faire en sorte de réaliser ces objectifs-là. Et le meilleur cochon du monde, c'était pour ça aussi, c'était pour dire que en plus de la petite blague, c'est plus pour dire que voilà, mon objectif, c'est quand même d'offrir aux animaux les meilleures conditions de vie possibles. C'est l'axe prioritaire et principal de tout le projet. Tout le reste est quasi accessoire en fait. Le but étant de pouvoir faire vivre cet élevage. Euh, mais voilà, c'est la priorité, elle est là. De dire, moi, je veux pas d'animaux sur Caillebotis, donc je propose autre chose. L'élevage plein air, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà. En France, il y en a de moins en moins, en plus, malheureusement. Donc, moi, je trouvais important de faire quelque chose, d'amener ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Faire le mieux possible. Donc, merci. Il y a la moule Maurice qui demande est-ce que vous êtes en bio? Je suis en bio, ouais. C'est pas forcément toujours facile, mais c'est aussi lié à des convictions personnelles. Mais c'est une difficulté supplémentaire d'être en bio aujourd'hui.
Et il y a Flanel qui demande si vous travailliez avant dans un élevage dont les pratiques avaient été mauvaises. Est-ce que vous avez eu un déclencheur par rapport à une pratique en particulier qui vous a choqué et qui vous a donné envie vous lancer dans le plein air et d'avoir cet élevage qui offre les meilleures conditions de vie possibles aux cochons? Ou est-ce que c'était plus un ensemble global C'est une globalité. Après, c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même accès par l'intermédiaire d'associations comme vous à des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Euh, voilà, c'est lié à ça aussi, à une connaissance. Et voilà, maintenant, personne ne peut dire qu'il ne sait pas dans quelles conditions les animaux sont élevés. Il y a eu, je pense, une période où c'était vraiment une espèce de secret, mais voilà, maintenant on peut pas dire qu'on ne sait pas que voilà, les animaux dans le système industriel sont pas élevés dans de bonnes conditions. Après, ce système industriel là, il est légitime dans le sens où il est pas là par hasard. C'était parce qu'il fallait nourrir un peu toute cette population, mais il y a eu des dérives, donc les dérives elles sont toujours là, mais voilà. Donc après. Voilà, je trouve qu'on a accès à des informations qu'on n'avait pas avant. Très bien, oui. Le système agricole qui s'est intensifié, industrialisé à partir des années 50 pour répondre voilà, à cette demande plus forte d'après-guerre de nourrir la population, mais qui aujourd'hui conduit à des dérives, autant du point de vue du bien-être animal et environnemental. Il y a la moule Maurice qui demande si vous procédez à la castration. Du coup, ce n'est pas le cas. C'est aussi pour ça que vous êtes invité aujourd'hui pour notre campagne Stop Castration. Du coup, je vais rapidement présenter Wellfarm pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'association, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de la castration. Nous, Elfarm, on est une association qui est basée à Metz. On existe depuis 1994 et notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie et de transport et d'abattage des animaux. On a une association qui a bien évolué depuis 1994. On a notamment une ferme refuge dans la Meuse, la Redonnerie, qui accueille des animaux maltraités et qui sert pour l'éducation, pour la sensibilisation. On a voilà, plusieurs levées d'action. Nous, notre but, c'est d'informer le grand public sur les conditions d'élevage, comme Rodolphe du meilleur cochon du monde l'a rappelé, aussi de sensibiliser et d'éduquer le grand public et voilà, d'interpeller aussi et d'accompagner les professionnels de l'élevage vers une meilleure prise en compte des besoins et des comportements des animaux dans leur pratique. Une partie aussi de plaidoyer pour contribuer à faire respecter et évoluer la législation. On a du coup plusieurs demandes à Wellfarm sur les conditions de vie des animaux, du coup sur l'accès au plein air notamment, avoir accès à une pâture ou un parcours aménagé ou minima un espace à l'air libre et donner à la possibilité en fait à l'animal d'évoluer dans un environnement qui soit adapté à son comportement, à ses besoins. Et ça veut souvent dire réduire la densité d'animaux augmenter la surface disponible par animal pour qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel et ne pas agresser les congénères comme on le voit parfois dans certains types d'élevage. On va aussi pousser pour des élevages d'animaux qui appartiennent à des races rustiques, des souches plutôt à croissance lente. Ça aussi, on va pouvoir en parler parce que vous avez des cochons du Roc, il me semble, le meilleur cochon du monde. Du coup, voilà, parce qu'il y a parfois des problèmes avec des souches qui ont été sélectionnées par l'homme pour avoir une croissance rapide et du coup, il y a une grosse production de viande et ça peut mener à des effets néfastes sur le bien-être des animaux, par exemple des troubles au niveau du squelette. On lutte aussi pour améliorer les conditions de transport et d'abattage des animaux. On demande voilà, une amélioration globale des conditions de transport, l'arrêt des importations et exportations d'animaux vivants, et pour l'abattage, l'étourdissement systématique avant la mise à mort, et que ces méthodes d'étourdissement-là soient non douloureuses. Du coup, par exemple, bannir le gazage par CO2 pour les cochons. Alors, du coup, c'est pour nos demandes, et parmi toutes ces demandes, il y a l'arrêt des mutilations, et notamment de la castration pour les porcs. Du coup, monsieur le meilleur cochon du monde ne pratique pas la castration.
Nous, on est en campagne contre la castration des porcelets depuis 2010. On a relancé récemment notre campagne en 2021. Si ça vous va, je vais d'abord refaire un point assez rapide sur les enjeux, l'historique, savoir, parce que tout le monde n'est pas au même point là-dessus, savoir c'est quoi la castration, pourquoi est-ce qu'on castre les porcelets, nous, qu'est-ce qu'on demande dans notre campagne, et après on pourra avoir un échange avec vous, Rodolphe Houssin, sur qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre élevage, pourquoi vous l'avez fait, comment vous gérez ça au quotidien. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK. Très bien. Du coup, en France, aujourd'hui, il y a environ trois quarts des porcs qui sont castrés. Alors, la castration, c'est une opération chirurgicale. Elle est extrêmement douloureuse, et ce même lorsqu'elle est réalisée avec anesthésie et analgésie. On pourra y revenir, mais parce qu'il y a en fait, les molécules qui sont utilisées lors de l'anesthésie et de l'analgésie, elles ne prennent pas totalement en charge la douleur des porcelets. Du coup, ils vont continuer à souffrir même avec ça. C'est pour ça que nous, on demande l'arrêt complet et définitif de la castration. La castration, elle est réalisée encore aujourd'hui sur une majorité des porcs pour différentes raisons. La principale, c'est pour éviter l'apparition d'une odeur désagréable lors de la première cuisson de la viande. On appelle ça une odeur de Vera. Cette odeur-là, c'est incommodant. Ça veut dire que si vous mangez de la viande odorante, vous n'allez pas mourir, mais c'est pas consommable à forte quantité d'odorant pour les consommateurs. Ça, aujourd'hui, ce problème, on peut quand même dire qu'il est surmontable. Déjà, la proportion de carcasses odorantes en moyenne, elle est très faible. C'est 3% de porcs odorants pour les filières standards. Il y en a un peu plus pour les filières bio parce qu'il y a certains problèmes spécifiques, mais globalement, c'est assez faible. Et puis, on peut agir sur l'alimentation des porcs pour baisser cette part d'odorant. On peut aussi détecter les carcasses odorantes à l'abattoir. Du coup, voilà, faire un tri. Et les carcasses odorantes, elles ne seront pas jetées. Il y a d'autres manières de les valoriser. Il y a aussi certains producteurs de jambon sec qui ont besoin de beaucoup de gras pour produire leur viande. Et du coup, du coup, les porcs qui ne sont pas castrés sont moins gras. Mais là aussi, il y a d'autres manières d'agir pour avoir des porcs plus gras sur l'alimentation. Alors nous, il y a une solution qu'on défend qui s'appelle l'immunocastration. Du coup, c'est une vaccination qui va permettre d'avoir des porcs qui sont quand même assez gras pour ces process-là de transformation. Et enfin, il y a une raison qui est parfois avancée, c'est prévenir des comportements agressifs des mâles. Alors ça, c'est aussi des comportements qui sont induits parce que la plupart des porcs sont élevés sans accès à l'extérieur, dans des systèmes à forte densité sur caillebotis. Et voilà, nous, ce qu'on va dire, c'est pas, il ne faut pas castrer les porcs, il ne faut pas les mutiler, couper la queue pour les adapter à ce système d'élevage-là, mais justement, il faut enrichir l'environnement, repenser la conception des enclos, la disponibilité de l'espace et des ressources par porc. Et voilà, ça permet d'éviter ces comportements-là et plus généralement, ça améliore les conditions d'élevage des porcs au global. Du coup, voilà, aujourd'hui, on voit que ces arguments pour maintenir la castration, il y a plein d'alternatives et c'est pour ça qu'on défend à Wildfarm l'élevage de porcs non castrés. Du coup, voilà, c'est des porcs qui mâles entiers, entiers parce qu'ils ne sont pas castrés, comme ce que fait le meilleur cochon du monde, accompagné du coup d'une détection des carcasses odorantes à l'abattoir, ou l'immunocastration. Voilà, ça marche comme un vaccin. C'est une injection d'un produit immunologique qui va permettre de prévenir cette apparition d'odeur de Vera. Souvent, c'est confondu avec la castration chimique ou avec des hormones. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est vraiment un vaccin qui va pas laisser de traces dans la viande et qui est indolore pour l'animal. Euh, du coup, voilà, ça c'est nos demandes et depuis 2021, on a relancé notre campagne Stop Castration. On a rencontré de nombreux professionnels pour leur demander de prendre publiquement position en faveur de ces alternatives. Certains ont été réceptifs, d'autres non. Du coup, on a lancé aussi une campagne plus grand public. On a notamment, pour ceux qui nous suivent, organisé des manifestations avec des cochons électroniques comme celui-là.
Ils sont bruyants. Pour montrer bah voilà, que les alternatives à la castration sont facilement généralisables, on ne peut plus continuer ainsi. Très clairement. Et voilà, du coup, ils montrent leur colère et ils demandent la généralisation de ces alternatives-là et l'arrêt définitif de la castration. Il y a un arrêté du ministère qui est paru. Du coup, la castration continue en 2022 avec anesthésie et analgésie. C'est-à-dire que c'est un peu mieux, mais ce n'est pas suffisant pour prendre totalement en charge les douleurs déparcelées. Cet arrêté-là, qui a été publié en novembre, il permet le recours à la castration dans des cas qui sont très généralisés. Du coup, il le permet pour les labels, parce que certains labels dans les cahiers des charges, ils imposent la castration, ce qui est pour nous tellement contre-intuitif parce que les labels devraient justement être exemplaires sur cette question. Et dès que le client d'un éleveur va le demander, par exemple un abattoir qui veut que l'éleveur continue à castrer les porcs, il a juste à en faire la demande et l'éleveur va continuer à castrer. Du coup, on reste dans cette situation-là alors qu'on pourrait aller vers ces alternatives-là. Voilà. Du coup, là, notre campagne, vous avez peut-être vu, on a publié récemment toute une série qui s'appelle Les Voyages de Quick. Du coup, Quick, notre petite mascotte de cochon en colère, que vous pouvez retrouver ici, voilà, qui a fait un tour d'Europe parce que les alternatives, notamment le mal entier, sont déjà en fait majoritaires dans de nombreux pays européens. C'est le cas par exemple en Espagne, qui est le plus gros producteur de porcs. Il y a plus de 85% des porcs qui ne sont pas castrés. On a aussi d'autres choses qui vont bientôt arriver. Et dès mars, dès le retour des beaux jours, on va pouvoir recommencer à faire des stands, à faire du tractage. Du coup, voilà, là, vous avez des exemples de tracts que vous pouvez distribuer, vous pouvez nous les commander. Et vous pouvez voilà, aller sur notre page, la page stopcastration.fr, pour signer notre pétition et puis pour commander des kits militants si vous voulez faire des tractages avec nous et venir sur le terrain avec nous à partir de mars. Du coup, voilà, c'était pour le petit point sur la castration. Évidemment, il y a des gens qui arrivent dans le chat au fur et à mesure. Du coup, voilà, s'il y a des choses après qui vous semblent pas claires, vous venez d'arriver, vous pouvez poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas, allez-y. Peut-être on peut passer maintenant au meilleur cochon du monde. Parce que nous, voilà, on parle, on demande, on agit au niveau national pour l'arrêt de la castration, mais c'est intéressant de voir vraiment au niveau d'un élevage, comment ça se passe concrètement, un élevage de porcs plein air qui ne castre pas. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites pour ne pas castrer vos porcs? D'où vient cette motivation? Donc la motivation, comme je disais tout à l'heure, c'était déjà, moi l'élevage a été construit autour du bien-être, mais c'est pas un terme en l'air comme il est souvent utilisé. Malheureusement, donc je ne me voyais pas castrer des cochons et dire que je fais du bien-être, je propose du bien-être animal. Donc je me suis déjà renseigné de savoir pourquoi on castrait les cochons. Comme beaucoup de gens, je crois que c'est 80% de la population qui ne sait pas en fait à la base que les cochons sont castrés. Donc je me suis renseigné de savoir pourquoi, parce que quelque part c'est après un petit peu aberrant de se dire qu'on va élever des animaux et puis les stériliser. Voilà, donc ça je ne comprenais pas trop. Et ensuite je me suis renseigné par rapport aux alternatives qui existaient. J'ai notamment été en contact avec l'IFIP, qui est pourtant un organisme qui, voilà, qui chapeaute un peu tout cet élevage industriel, mais qui nous a apporté quand même gentiment des renseignements super utiles sur les alternatives, sur effectivement les carcasses odorantes sont vraiment en quantité minime. J'ai même des chiffres pour le Duroc qui étaient à 1% de carcasse, je crois que c'est en Norvège. Euh, Sachant en plus qu'il y a quasiment que 10% de la population qui est sensible à ces odeurs-là. Nous, on a fait le test. On est allé à l'IFIP, on a fait le test sur des carcasses. Euh, on nous a fait sentir des carcasses soi-disant très odorantes. Et on a remarqué, nous, aucune odeur. Donc,
Après, peut-être certainement même qu'on faisait partie des 90% des personnes non sensibles à ces odeurs-là. Euh, il y a en plus des variantes selon les pays, on n'est pas tous, voilà. Donc finalement, l'utilité de ça, euh, stériliser les animaux, c'était un peu incohérent. La raison des carcasses odorantes, c'était inexistant. D'autant plus qu'il y a des solutions sur les carcasses odorantes, comme vous le disiez. Euh, il y a les mélanges, il y a donc la détection par le nez déjà, premièrement. Enfin, il y a des solutions qui existent, euh, mais moi, je me voyais pas le faire. Mm. Euh, et donc, ce qui était possible de faire, euh, c'est plus difficile en plein air que ça ne l'est en bâtiment. Mm. Ce qu'il faut faire en fait en plein air ou en bâtiment, c'est sur l'élevage, à un moment, on va devoir séparer les mâles et les femelles. Le problème que ça pose, c'est que il faut multiplier les parcs en plein air de manière à pouvoir séparer les lots par sexe. Donc c'est une contrainte, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut prévoir de la place, il faut prévoir des parcs qui soient pas les uns à côté des autres. Donc voilà, concrètement, des portées, on va les séparer mâles et femelles voilà, après quelques mois, on va séparer mâles et femelles et les éloigner les uns des autres parce que sinon ils vont se reproduire. Euh, voilà. Il y a d'autres précautions qu'on peut prendre qui sont notamment bah, l'abattage des mâles un peu plus tôt que l'abattage des femelles pour prévenir un peu ces risques d'odeur. Voilà, et j'ai finalement un peu de mal à comprendre pourquoi en bâtiment ça se fait pas plus, parce que c'est encore plus simple, parce que sur un élevage bâtiment, il y a des cases euh, plus ou moins grandes, mais il y a des possibilités faciles en fait de séparer les mâles et les femelles en bâtiment, même sur des élevages. Après, ça se fait déjà. La Coperle fait déjà ça parce que gère des élevages, des abattoirs, des circuits de transformation, et la vente. Euh, mais c'est finalement simple à faire en bâtiment. On pourrait même imaginer des élevages euh, qui feraient que des mâles, d'autres élevages qui feraient que des femelles. Euh, voilà. Enfin, les solutions sont. Enfin, encore une fois, ça c'est pas moi qui l'invente. Il y a aussi des aliments qu'on peut donner pour éviter ces odeurs-là euh, en fin d'engraissement. Euh, il y a l'hygiène qui rentre en compte aussi, enfin, les conditions de vie. Si les animaux vivent dans leurs excréments tout le temps, ça a un impact aussi sur ces carcasses odorantes. Euh, le fait que ce soit en plein air, ça a un impact sur le côté non odorant des carcasses. Voilà, il y a des solutions qui sont relativement simples sur le papier. Après, concrètement, voilà, c'est plus difficile en plein air que ça ne l'est en bâtiment, pour moi. Mais c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. Ça se fait déjà. Mais il faut, comme vous disiez, l'immunocastration ou les analgésiques, c'est un moindre mal. Mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Les analgésies, voilà, c'est simplement pour atténuer la douleur. Le porcelet, il est quand même pris, mis à l'envers dans un support. On lui coupe le cordon. Il est même conseillé de lui couper avec des pinces chaudes le cordon pour cicatriser. Ouais, en termes de bien-être, c'est pas top. C'est une étape, mais on aurait pu aller plus loin quand même, hein. Et c'est Ouais. on demande son interdiction. Alors oui, effectivement, tout à l'heure j'ai vu une question. Du coup, concrètement, comment vous faites pour gérer les odeurs? Bah, vous avez déjà donné beaucoup d'éléments de réponse. C'est vrai aussi que tout le monde ne perçoit pas les odeurs de la même façon. Du coup, une partie de la population sent une molécule, une autre partie ne la sent pas. Certains la perçoivent même comme agréable, une infime minorité. Euh, du coup, voilà, là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh,
Merci. Voilà. Et ça, et voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes revenu, voilà, sur comment on fait concrètement. C'était la question en fait que tout le monde se pose. Et c'est vrai que en plus vous êtes en plein air. En plein air, comme vous l'avez rappelé, c'est plus difficile. Il y a des problèmes d'hygiène en plus, il y a des problèmes de séparation. Ce qui explique aussi pourquoi dans les élevages bio, les porcs continuent parfois d'être castrés, alors que sur plein d'autres paramètres, le bio est beaucoup plus intéressant. Et du coup, c'est intéressant justement que vous ayez fait cette démarche auprès de l'IFIP pour voir quelles sont les alternatives et comment mettre ça en place au jour le jour sur votre élevage. Euh, du coup, ça, c'était très intéressant. Je regarde juste les questions. Les permet de réduire le taux de carcasse odorante à quelle proportion? Du coup, la moule Maurice, je sais pas si vous pouvez encore répondre parce que ça fait que 1 an que vous êtes en élevage, mais si vous avez des réponses à apporter. J'ai pas entendu la question, pardon. C'est la moule Maurice qui demande, votre organisation permet de réduire le taux de carcasse odorante à quelle proportion? Je peux pas me prononcer encore. Euh, En fait, lorsqu'on va sortir les premières carcasses de porcs entiers, donc non castrés, donc on va aller progressivement en termes d'âge en fait d'abattage. Pour faire simple, on va commencer par un abattage plutôt jeune, même si tous les abattages en soi sont sur des animaux jeunes, mais on va commencer sur un abattage plutôt jeune et on va essayer de reculer cet âge-là petit à petit. Sachant que voilà, maintenant on sait comment essayer de détecter ces odeurs, euh, même s'il faudra que je trouve quelqu'un, puisque visiblement moi je suis pas sensible. Il faudra que je trouve un nez sensible à ces odeurs. C'est pas compliqué en fait, c'est détecter l'odeur de Vera, c'est chauffer ou brûler un petit peu de graisse de la carcasse et peut se dégager, donc pour les personnes sensibles, une odeur assez désagréable. Donc moi, enfin n'importe qui peut faire cette détection. Tous les abattoirs sont pas équipés encore sur ces systèmes-là. Vraiment, quelques gros abattoirs sont, enfin il y en a très peu, je sais pas, enfin il y en a quelques-uns en Bretagne, puisqu'il faut former des nez. C'est vraiment, il y a des choses qui sont en train d'être faites, notamment la détection par des nez électroniques, enfin des détections électroniques sur les carcasses. Je ne sais pas si c'est encore effectif en France, mais voilà, j'espère que ça viendra. Le Voilà. cours de développement, mais en fait, ce qui reste le plus fiable aujourd'hui, c'est le nez humain. C'est ce qui est mis en place en fait dans les pays européens et pour tous les groupes en fait où le Malantir en France est majoritaire. Du coup, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le nez humain qui est la méthode la plus fiable, mais peut-être à l'avenir, le nez électronique se développera. Voilà. Et voilà. Après, encore une fois, il y a des façons de traiter les carcasses odorantes si elles se présentent, notamment par de la transformation, fumer les viandes, épicer les viandes, les diluer avec d'autres viandes. Voilà. Il y a des possibilités. Comme vous disiez, les carcasses ne sont pas bonnes à jeter. C'est ça, exactement. Du coup, agriculture politique demande à quel âge, du coup, pour l'abattage. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, surtout quand on a des porcs comme ça élevés en plein air, abattre les animaux plus tôt, ça permet de réduire grandement ce risque d'odeur. Et dans les pays où la non-castration est majoritaire, dans les pays où il y a plus de malentiers, souvent les porcs sont abattus plus tôt. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont des poids moins lourds, mais voilà, c'est une des manières en fait d'éviter cette mutilation-là qui est extrêmement douloureuse. Euh, Est-ce que vous savez à quel âge, du coup, pour l'abattage, pour répondre à... Ouais, alors d'autant plus que par rapport à l'âge d'abattage, encore une fois sur les systèmes industriels, les abattages se font très jeunes. Mhm. On a même des élevages où les cochons sont abattus à 5 mois. Donc à 5 mois, on est à peine à la maturité sexuelle. Donc, enfin, là, il y a concrètement aucune raison de castrer des animaux à cet âge-là, puisqu'ils sont à peine à maturité sexuelle. À 5, 6 mois,
Donc moi, le projet, c'est plutôt la première étape, ce sera sur des cochons certainement à 7 mois. Euh, voilà, et petit à petit, on essaiera d'augmenter. Voilà, au fil du temps, ça risque de prendre quelques temps, peut-être des années, je ne sais pas, mais voilà, on passera de 7 mois à 8 mois, de 8 mois à 9 mois, et puis jusqu'à avoir des problèmes. Voilà, enfin, des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes en plus, mais euh, voilà. Mais je n'ai pas de crainte par rapport à avoir des carcasses odorantes parce que je saurais quoi en faire. Oui, parce que comme vous le rappeliez, il y a différentes méthodes pour valoriser les carcasses odorantes. Voilà, déjà cette odeur, elle se révèle pas tout le temps, elle est présente dans les gras. Du coup, ça peut être un problème pour les aliments crus, mais en moindre mesure, c'est surtout pour les viandes fraîches que ça peut être problématique. Mais voilà, il y a plein de moyens de valoriser ça en épissant, en fumant la viande avec certaines techniques de fermentation. Du coup, il y a aussi, mais c'est peut-être pas votre cas, vu la qualité de votre élevage, en diluant en fait les viandes de porc pour les procéder, en mettant une certaine partie de carcasse odorante en dessous de 20% avec d'autres carcasses. Et ça revient avec une autre question de la Maurice sur quelle méthode de valorisation pour votre carcasse odorante avez-vous choisi dans votre élevage? J'ai pas encore de. Ce sera de la toute façon les méthodes, elles sont relativement simples. C'est de la transformation charcutière. Donc c'est concrètement une carcasse odorante. C'est faire des terrines, faire des fumaisons, des salaisons. Enfin quoique pas trop les salaisons, mais voilà. Enfin toutes sortes de transformations. Voilà. Euh, Et ça existe. Merci beaucoup. On va peut-être revenir sur la castration plus tard parce que leur tourne et il y a aussi beaucoup de choses intéressantes outre l'absence de castration que vous avez mis en place dans votre élevage. Si vous avez d'autres questions sur la castration, surtout n'hésitez pas, on va revenir au fur et à mesure dessus. Vous avez un élevage du coup en plein air, tourné vers la bientraitance. Vers vraiment le bien-être animal. Du coup, élevage en forêt, vous refusez aussi le meulage des dents, la codectomie, c'est-à-dire la coupe des queues, pas non plus d'élimination des porcelets chétifs à la naissance. J'aime beaucoup la formule que vous utilisez sur site. On garde tout le monde, les petits et les moches. Ça m'a fait plutôt rire. Voilà, est-ce que vous avez, parce que là on a beaucoup parlé de castration, est-ce que vous voulez revenir sur les autres choses que vous mettez en place dans votre élevage, que ce soit le plein air en forêt ou l'absence de mutilation, comment vous faites, euh, quels sont vos retours sur ce modèle alternatif depuis son lancement? Est-ce qu'il y a un engouement derrière? Est-ce que vous vous sentez soutenu par vos collègues éleveurs dans la région? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est beaucoup de questions. Oui, Euh, pas tout chose. donc en fait, moi, c'est simple. Enfin, j'observe un petit peu les animaux et encore une fois, moi, l'axe principal, il est le bien-être des animaux et avoir mis des cochons en forêt, c'est déjà première étape. C'est que le cochon, c'est un animal qui est originaire des forêts, hein, on a été, enfin, dès le Moyen Âge, il était élevé en forêt. C'est un animal qui a sa place en forêt, euh, pas spécialement sur de la prairie ou encore moins dans des bâtiments, mais donc déjà, ça c'est la première étape, c'est le remettre dans son milieu naturel, lui permettre de faire ce qu'il ferait dans son milieu naturel, à savoir fouiller la terre, manger des racines, des feuilles, des branches, de l'herbe, de la terre, faire des trous, remuer des cailloux, se reproduire de façon naturelle, parce que je fais de la saillie naturelle, donc un verra et des femelles. Il n'y a pas d'insémination artificielle. Euh, voilà, enfin, j'essaye de faire au mieux pour eux. Euh, Meuler les dents, couper les queues, voilà, c'est des pratiques de l'élevage bâtiment qui ont un sens hein, quand on fait de l'élevage bâtiment. Hein. C'est pas de la cruauté par principe de faire de la cruauté sur des animaux hein, en bâtiment. Ils font ça parce que voilà, ils y ont leur intérêt.
Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, je fais, enfin, je sais pas quoi vous dire. Je fais ce qui est possible pour eux. J'ai par exemple pris une bétaillère avec des suspensions parce que je voulais pas déplacer les animaux dans une vieille bétaillère en bois et les stresser parce que c'est des animaux qui stressent facilement. Donc je voulais qu'ils aient un confort à tout niveau. Ils ont des cabanes qui sont étanches, euh, avec des planchers. Ils ont de l'espace. Je suis sur des densités qui sont 3 fois supérieures au cahier des charges bio, voilà, qui entre guillemets nous permet des pratiques qui moi me scandalisent, comme l'anneau dans le groin des cochons, voilà, qui est autorisé en bio et qui ne l'était pas, qui a été réautorisé il n'y a pas très longtemps, moi qui est une pratique qui m'insupporte parce que je trouve que c'est vraiment, je trouve ça presque limite encore pire que la castration. Voilà, et puis qu'il y a des élevages qui se prévalent de bien-être animal et qui mettent des anneaux dans le groin des cochons, alors que fouiller la terre et fouiller le sol, c'est l'activité principale des cochons. Voilà, enfin, c'est comme leur couper une patte. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens et je trouve que c'est vraiment une cruauté sans nom. Euh, Sinon, voilà. Connaissent pas forcément les comportements du cochon, ils ont besoin de fouir la terre. Voilà, ils ont une activité de fouissage qui est très importante pour se sentir bien. C'est pour ça aussi que voilà, Wild Farm, on se bat pour aussi l'accès au plein air des porcs, même si c'est très minoritaire aujourd'hui. C'est important qu'ils puissent exprimer ce comportement naturel-là. Oui, l'élevage en forêt, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue d'adaptation au changement climatique, j'imagine. Il y a de plus en plus de canicules, de fortes chaleurs. Voilà, on va aussi sur une résilience de l'élevage. J'imagine, rien que la semaine dernière, en Uruguay, il y a eu 400 000 poulets morts lors des canicules. Du coup, c'est aussi intéressant de penser des modèles comme ça face à ces enjeux-là qui viennent. Ouais, d'autant plus que donc c'est bien pour les animaux parce que en plus de leur apporter de la nourriture, pas toute la nourriture parce que j'apporte de la nourriture complète à côté, céréales. En plus de leur apporter de la nourriture, ça leur apporte un abri contre le vent, contre le soleil parce qu'ils sont très sensibles au soleil, ils ne transpirent pas, donc ils ont euh, voilà, ça c'est la limite du plein air pour les cochons, c'est vraiment sur de la prairie, ils vont être sensibles euh, prendre des insolations, ça va risquer de mourir même parfois. Ça va avoir une influence sur les mises bas, sur les chaleurs, voilà, sur beaucoup de choses. Et voilà, donc l'arbre offre nourriture et abri là-dessus. Et une autre chose importante, c'est que euh, c'est aussi une réponse aux difficultés d'accès aux terres agricoles. Moi, ici dans le Jura, on est en zone comté où c'est la guerre pour avoir des terres qui va bien. Les éleveurs sont plutôt super contents d'être sur d'être sur ces zones-là. Mais seulement, voilà, c'est compliqué l'accès aux terres agricoles. Il y a énormément de monde, et pas qu'ici, hein, qui veut s'installer et qui ne peut pas, ou qui va mettre des années à s'installer. Et de faire un élevage en forêt, euh, voilà, enfin, c'est apporter une alternative à ça. Parce que là, enfin, je suis en compétition avec personne, voilà, pour ces terres-là. C'est des terres voilà, qui ont pas vraiment, enfin, qui ont sur le papier pas de valeur agricole. Il y a un travail pourtant important à faire sur la végétation, moi, je travaille des arbres en tétard pour essayer d'optimiser et amener de la végétation le plus possible à disposition pour les cochons. J'apporte d'autres essences sauvages, j'ai fait des tests d'implantation de consoude, de fougères, de choses comme ça qui peuvent être super intéressants pour les cochons et qui sont de l'agriculture
mais une autre agriculture, une agriculture en forêt, voilà. Après, j'essaye des choses, je découvre des choses aussi. Voilà, on va voir avec le temps aussi travailler sur la forêt, ça prend du temps, quoi. C'est ça le problème, parce que les arbres mettent du temps. Et il y a aussi la Euh, protection des arbres, parce que le bien-être des animaux, c'est bien, mais dans mon cas, il faut aussi que je protège quelque part la forêt, parce que, mine de rien, si le cochon il est bien dans cet environnement-là, il a un impact quand même qui n'est pas négligeable. Euh, Parce que justement, je veux pas qu'ils aient de boucle ni quoi que ce soit. Donc, moi, s'ils veulent défoncer le sol, ils défoncent le sol, il n'y a pas de souci. Mais seulement, il faudra faire des rotations de terrain à un moment, parce que sinon, dans 10 ans, mon terrain, il ressemblera plus à rien. Donc, c'est la nécessité aussi d'avoir de l'espace. Donc, non seulement pour faire beaucoup de parcs, pour ces systèmes de non-castration et de séparation des mâles et femelles, mais aussi pour préserver la végétation. il y a cet équilibre-là à trouver. Très intéressant, toute cette partie voilà, sur l'environnement des contrées. Et on rappelle à Wildfarm, on défend l'accès au plein air, mais un plein air qui est aménagé, effectivement, en fonction de leurs besoins. Et les cochons, notamment, mais pour tous les animaux, ça signifie des zones ombragées. Voilà, c'est pas un plein air aride, vide, mais voilà, c'est un plein air qui est aménagé, qui leur permet d'exprimer leur comportement naturel et d'assouvir leurs besoins physiologiques. Euh, j'ai vu, pour retourner sur le sujet de la castration, même si voilà, tous les autres sont aussi intéressants en termes de bien-être animal, Flanel qui demande est-ce que l'élevage de mâles entiers est plus avantageux financièrement que la vente de porcs castrés? Alors en effet, c'est le cas. L'élevage de mâles entiers est plus avantageux économiquement et c'est pour ça qu'il y a de nombreux éleveurs euh, qui le demandent, en plus de tous les aspects positifs en termes de bien-être animal. Ce qui va se passer, c'est que les porcs castrés vont mieux assimiler la nourriture que les mâles entiers. Et du coup, là, ils vont grossir plus vite avec moins de nourriture, ce qui va permettre de faire une marge. Voilà, c'est la première raison pour laquelle voilà, ils vont en fait voilà, être plus avantageux financièrement pour l'éleveur. Après, aujourd'hui, du coup, il y aurait beaucoup d'éleveurs qui auraient intérêt en fait à passer au mâle entier, mais là où ça bloque aujourd'hui, c'est au niveau de l'abattage et de la transformation, parce que si c'est avantageux financièrement pour l'éleveur, l'abattoir, il doit mettre en place cette chaîne de détection dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et pour les transformateurs, voilà, ils doivent trouver certaines manières de valoriser ces carcasses odorantes. Rien d'insurmontable, vous vous en doutez bien, les solutions, elles sont là, elles existent, elles sont éprouvées par certains groupes français dans de nombreux autres pays européens. Et voilà, certains refusent ce changement-là. Mais la plupart des éleveurs, aujourd'hui, l'élevage de balancier est financièrement avantageux pour eux. Du coup, Rodolphe Houssin, est-ce que c'est aussi avantageux financièrement pour vous au niveau de l'alimentation? Est-ce que vous le voyez sur votre élevage ou est-ce que c'est par négligeable? Honnêtement, pour moi, c'est négligeable, même si voilà, et ça, je sais que ça a un impact sur l'alimentation, mais je suis sur des volumes euh, trop faibles pour que ce soit significatif, hein. Voilà. Oui, voilà, Ouais, c'est enfin, encore une fois, le but, il est pas financier. Voilà. Mon banquier vous le dira. oui, c'est ça. Voilà, ça permet de faire des marges. Du coup, voilà, c'est surtout pour les gros élevages. Effectivement, dans le cas du meilleur du monde, c'est vraiment une démarche de bien-être animal. Il y a derrière Noël, je ne sais pas si vous avez vu, qui dit enfin un éleveur qui pense au bien-être de ses cochons. Bravo, continuez comme ça. Merci. Euh, donc, voilà. Si vous avez d'autres questions sur la castration, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes. L'occasion de ce live aussi, c'était de revenir sur tout ce qui s'est fait en 2022, toutes les innovations en termes de bien-être des animaux d'élevage. Du coup, on a beaucoup parlé de la castration parce que depuis le 1er janvier 2022, les porcs doivent être castrés avec anesthésie et analgésie. Le problème, c'est que c'est vraiment insuffisant en termes de bien-être animal parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui nous rejoignent, même avec anesthésie et analgésie, les porcs peuvent souffrir. On a aussi eu d'autres dossiers, l'arrêt progressif du broyage des poussins mâles. Du coup, en fait, après l'Allemagne, la France avait décidé d'interdire le broyage et le gazage des poussins mâles
nés dans les filières de poules pondeuses. Voilà, ça va grâce à une technique qui s'appelle le sexage in ovo, du coup, détecter le sexe du poussin avant l'éclosion de l'œuf. Ça, c'est plutôt une avancée qu'on salue, même si on reste vigilant pour qu'elle permette effectivement d'éviter toute souffrance. Une autre innovation en 2022, c'est l'entrée en vigueur de la loi Egalim. Un nom un peu compliqué, c'est simplement une loi qui concerne notamment la restauration collective. Là, ce qui entre en vigueur en 2022, c'est que 50% des cantines devront se fournir en aliments de qualité et durable, dont 20% de bio. Nous, on a mis en place, on a une campagne, on a mis en place une démarche qui s'appelle Etika. C'est un outil gratuit pour les acteurs publics de la restauration collective, pour les aider à trouver, voilà, pour les accompagner pour des approvisionnements plus respectueux du bien-être des animaux. Du coup, ça c'est notre outil. Je ne sais pas, vous, Rodolphe, du coup, vous êtes en bio, mais je crois que vous faites de la vente directe. Est-ce que cette loi, elle vous impacte ou pas du tout? Elle m'impacte pas personnellement parce que encore une fois, je suis sur des volumes trop faibles, Mm. trop irréguliers pour le moment. C'est le souci avec quand on veut travailler avec la restauration collective, tout du moins. C'est vont rapidement se présenter des questions de volume et de régularité. Et voilà, je préfère. Faut servir chaque jour des plats dans les cantines. Du coup, il faut des gros volumes, il faut des volumes réguliers. Et voilà, c'est là où se place toute cette tension entre trouver des élevages innovants en termes de bien-être animal, respectueux des conditions de vie des animaux, tout en ayant des volumes suffisants pour fournir. Et nous, c'est ce qu'on essaie du coup de faire avec Etika. Il y avait la dernière, enfin, la dernière grosse évolution avec 2022, c'était la mise en place d'un référent bien-être animal dans les élevages. Du coup, voilà une mesure qui va dans le bon sens, mais qui n'est pas non plus, qui ne va pas révolutionner le monde de l'élevage. Et nous, à Wellfarm, on déplore en fait le manque d'instructions claires quant à la mission qui est dévolue à ce référent. On s'interroge notamment sur sa capacité, sa liberté de parole, sa capacité à, à pouvoir vraiment mener cette mission au sein de l'élevage. Et on regrette par ailleurs que cette obligation de formation des référents, elle ne concerne que les élevages de porcs et de volailles, alors qu'on pense qu'elle devrait concerner tous les élevages. Rodolphe, je ne sais pas si vous êtes plusieurs salariés ou pas dans votre élevage, ou si vous êtes tout seul. Est-ce que le référent bien-être animal, c'est quelque chose qui vous a touché ou pas? Euh, En fait, le référent bien-être animal, enfin, ça va être moi parce que je suis le responsable d'exploitation. Euh, voilà, j'ai envie de dire tout ce qu'on peut faire pour le bien-être animal, on va pas le jeter, on va le prendre. Encore une fois, c'est un titre ou une appellation pour laquelle il n'y aura pas de contrôle, hein. Il y a une ferme sur 100 qui est contrôlée. Ça, en plus, c'est des chiffres du ministère de l'Agriculture. Sur des personnes qui vont pas avoir de pouvoir particulier ni de protection particulière. Donc voilà, je pense que c'est peut-être que ça va, je sais pas, peut-être que ça va que des gens vont se sentir motivés par ça. Voilà, c'est une bonne chose. On peut espérer, mais j'y crois pas vraiment. Mm. Je comprends. Je vois qu'il y a une question de Flanel. Est-ce que les porcs sont abattus plutôt à proximité et non transportés pendant des jours, comme de trop nombreux animaux? Alors oui, en effet, on a parlé beaucoup des conditions d'élevage que vous avez mis dans votre ferme, mais très peu de l'abattage. Faut savoir aujourd'hui, il y a de nombreux animaux qui sont transportés des heures et des heures. C'est quelque chose contre lequel on se bat à Wellfarm. On a notamment été ce mois-ci très mobilisé sur un vote très important qui a eu lieu au Parlement européen. Surtout, on va en parler dans le live de demain avec l'eurodéputée Caroline Roust, que je vous invite aussi à suivre. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous gérez cette problématique du transport et de l'abattage? Euh, alors l'abattage,
Euh, j'ai pas particulièrement de problème avec ça parce que j'ai la chance d'avoir des abattoirs à proximité. À proximité, ça veut dire 20 km de chez moi. Ok. J'ai deux abattoirs, donc c'est une chance, hein. Il y a d'autres élevages où ils font effectivement 200, 300, 400 km pour aller à un abattoir. Encore une fois, ça c'est pas la faute des éleveurs, hein. Ils font avec les moyens qu'ils ont à proximité. Il y a une concentration des abattoirs. Il y a qui sont de plus en plus gros et de plus en plus industrialisés. De moins en moins de petits abattoirs. Donc voilà, ils font avec. C'est encore une fois, c'est vraiment l'abattage, c'est la partie qu'on maîtrise pas, malheureusement. Euh, on, on essaye, on se renseigne, on essaye de se mobiliser un peu pour l'abattage à la ferme. Après, abattage à la ferme, ça veut pas dire abattage respectueux de l'animal, attention, parce qu'il y a des abattages à la ferme qui sont vraiment pas terribles. Moi, je préfère parfois emmener mes animaux à l'abattoir plutôt que de les abattre à la massue dans un coin. Euh, donc, il y a l'étourdissement des animaux qui rentrent beaucoup en compte. Voilà, mais il y a toujours cette opacité là des abattoirs qui fait que on, voilà, c'est un milieu clos, un peu secret. On n'a pas spécialement notre mot à dire, ni il faut. On voudrait faire en sorte de voilà de développer l'abattage à la ferme dans des bonnes conditions, mais malheureusement là on est devant des montagnes administratives car on demande aux éleveurs en fait de se débrouiller à mettre en place des élevages, enfin des abattoirs à la ferme. Mais c'est vraiment des, voilà, encore une fois, c'est des montagnes administratives. Donc, et ça, c'est pas aux éleveurs de faire ça. D'utilité publique. C'est notre nourriture. Voilà. Donc, c'est pas aux éleveurs et c'est pas aux agriculteurs de mettre en place des systèmes comme l'abattoir mobile qui a été mis en place en Bourgogne, qui coûte des millions d'euros et que même s'ils ont été aidés financièrement, c'est pas à eux de mettre ça en place. Voilà. Oui, c'est très important au niveau de l'État de remettre en fait, en place un maillage vraiment d'abattoirs plus locaux, parce que sinon, voilà, on augmente ces transports d'animaux-là. Du coup, voilà, nous aussi, on se bat pour ça. Et effectivement, sur les longs transports, il y a aussi toute cette partie des exportations et des importations, voilà, qui emmène à faire des trajets de plus de 8 heures, du transport maritime qui est extrêmement qui est très peu contrôlé. Voilà, du coup, c'est deux problématiques différentes. On se bat contre les exportations et les importations d'animaux, et effectivement pour les productions hors UE, et effectivement pour remettre en place ce maillage d'abattoirs territoriaux pour éviter qu'un porc qui soit élevé, par exemple, dans une cantine au Jura, consommé par les habitants locaux et a besoin de faire 300 km, voilà, c'est pas logique. On est bien d'accord là-dessus. Du coup, commentaire, c'est vraiment bien ce que vous faites, tellement mieux que ce qui se pratique par ailleurs. Merci beaucoup. Du coup, je pense que c'est un bon mot de la fin parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce live. On a encore quelques minutes. Du coup, si vous avez des questions sur la castration, sur l'élevage de porcs, voilà, c'est le moment. N'hésitez pas. Nous, on va se retrouver aussi en live demain avec Adrienne et l'eurodéputée Caroline Rousse pour parler justement plus en détail, notamment des transports d'animaux, mais aussi de plein d'autres sujets sur le bien-être animal. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le live. On a parlé beaucoup de castration. On a notre campagne Stop Castration qu'on a relancé en novembre 2021, qui est toujours en cours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, visitez notre site Stop Castration. Vous pouvez signer notre pétition, vous pouvez commander un kit militant, vous recevrez des flyers, des feuilles de pétition et un petit goodie voilà, pour que vous puissiez agir sur le terrain.
On va organiser voilà, des séances de tractage en mars. Vous pouvez nous suivre et être avec nous à ce moment-là. Et puis, on vous a réservé d'autres choses entre-temps. Vous pouvez, voilà, on est l'association Wellfarm, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester connectés, vous vous abonnez à notre newsletter. Si vous voulez agir avec nous et nous suivre d'encore plus près, vous pouvez devenir bénévole. Vous pouvez également nous commander nos guides du consommateur, voilà, parce qu'il y a la sensibilisation, il y a l'éducation, il y a se tenir informé, mais il y a aussi comment on consomme, comment on agit dans nos assiettes. Du coup, voilà, on a des petits guides avec les labels et les signes de qualité qu'on peut privilégier suivant les types de produits. Merci pour cette sensibilisation, merci pour ce live et merci à tous d'avoir suivi, d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup. Je propose à Rodolphe Houssin d'avoir le mot de la fin pour ce live. Le mot de la fin, déjà, merci pour votre travail, pour votre investissement. Il faut donner des informations. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas eu assez pendant longtemps, donc il faut informer pour faire avancer les choses. Et puis, et voilà. Et je veux rappeler aux gens que voilà, ce qu'ils consomment, consommer, c'est un acte militant aussi. Voilà. Oui, c'est le principe qu'on défend à Wellfarm. En plus des leviers, on a le plaidoyer. Du coup, c'est influencer les décideurs politiques, les professionnels, la sensibilisation et effectivement la consommation. Voilà, votre pouvoir d'achat peut montrer, peut influer la manière dont sont produites les choses, suivant comment vous consommez. Du coup, je vous invite aussi à aller voir le site Le meilleur cochon du monde, pardon. Il s'appelle Port Plein Air, pour aller voir du coup son travail, le suivre sur Instagram pour voir ses magnifiques photos de cochons dans la forêt. Et un peut-être petit mot de la fin, en fait, pour le cochon, nos cochons qu'on emmène avec nous dans nos actions, qui vous dit bonjour aussi, qui vous remercie tous d'avoir été là. Non, il n'a plus de pile. Pourquoi? Désolée, j'ai voulu le faire parler, mais il n'avait plus de pile. Tant pis, pardon. Du coup, merci à tous et passez tous une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.